La deuxième saison de la série Les Anneaux de Pouvoir commencera le 29 août et elle s'annonce non seulement avec un teaser très énergique et intriguant, mais aussi avec une vidéo de coulisses qui nous en apprend encore davantage. Je sors mon peigne le plus fin et on est parti pour une analyse minutieuse. Si vous craignez des révélations relatives aux sources écrites, sachez que la première partie de la vidéo s'adresse à ceux qui ignorent les détails du déroulement de l'histoire, tandis que la seconde ira à fond sur les spoilers, y compris ce qu'on peut deviner à partir de la vidéo de coulisses. Déjà pour les aspects les plus pragmatiques, on peut souligner la proximité de la date du 29 août. La promotion n'aura donc commencé qu'un peu plus de 3 mois avant la mise en ligne des premiers épisodes. En effet, il semblerait que sur les 8 que comptera la saison, ce sont les 3 premiers épisodes qui seront disponibles dès le 29 août, et le final serait donc diffusé le 3 octobre. C'est la montée en puissance du mal qui domine cette bande-annonce, l'accent y est mis sur Sauron, et oui, ça se prononce toujours comme ça, si on suit les directives de Tolkien, mais aussi sur les épreuves et catastrophes qui menacent les peuples de la Terre du Milieu, et tout particulièrement les elfes. Les royaumes vont se fracturer et les amitiés seront mises à rude épreuve, que ce soit chez les elfes du Lindon et d'Eregion, les nains de la Moria ou les humains de Númenor. Les toutes premières images du teaser sont celles qui clôturaient la première saison, avec Sauron arrivant en vue de la montagne du destin. Dès le logo de Prime, on a l'idée de la corruption avec cette noirceur qui couvre l'or, tout comme elle se cache sous le cadeau empoisonné des anneaux de pouvoir qui seront forgés cette saison. Le visage de Charlie Vickers en Sauron révèle un mélange de tristesse, de colère et de détermination, avec ce rougeoiement qui pourrait laisser supposer qu'il est face à une fournaise. C'est une spéculation bien fragile, mais peut-être que ce plan fera suite ou introduira-t-il un souvenir de Sauron remontant à son existence en tant que Mairon, un admirable Maya au service d'Aolé, le Vala façonneur de la terre et patron de l'artisanat. En effet, Sauron nourrit une terrible rancœur pour avoir été rejeté suite à sa subordination à Morgoth, et le rougeoiement fait écho à son grand talent pour la création et notamment le travail des métaux, bien sûr. Par ailleurs, cette théorie se trouve renforcée par la probabilité que la saison 2 commence, comme la première, par un flashback remontant à l'âge des arbres, ou même plus loin encore, dans le passé. Dans le plan suivant, le prince Dúrin met en garde son peuple contre un mal qui est de retour. Il pourrait parler du Balrog ou de Sauron. Si cette saison respecte la chronologie de la menace du fléau de Dúrin qui se déroule au 3e âge, et non pas au 2e, qui est le temps de la série, rappelons-le, on peut supposer qu'il parlerait plutôt de Sauron. Sans qu'on puisse en être sûr, il semble avoir retrouvé le collier symbolisant sa place d'héritier au trône et que son père lui avait arraché dans l'épisode 7 de la première saison suite à leur dispute et leur divergence de vue. La masse grouillante qui se déplace sur un sol rocailleux est très intrigante. Elle pourrait éventuellement être liée à une scène concernant Sauron, mais j'en parlerai dans la partie spoiler potentiel. Néanmoins, elle pourrait aussi figurer une sorte d'empoisonnement ou encore l'essence maléfique de spectres ou l'équivalent d'esprit des tertres auxquels sont confrontés dans ce teaser Galadriel, Elrond et leur petit groupe d'elfes dans la forêt. En effet, on distingue les silhouettes fantomatiques à l'arrière-plan et notamment leur regard bleu glacial. On en verra plus à ce sujet dans la vidéo de coulisses que j'évoque plus loin, avec une autre idée peut-être farfelue en complément. Délicat de deviner dans quelle forêt la scène se déroule, même si on peut avoir tendance à penser à Mirkwood ou Grand-Peur en traduction récente. Plus prosaïquement, on observe les cheveux de Galadriel tressés en couronne dorée, telle que décrite par Tolkien, ainsi qu'une teinte de cheveux devenue nettement plus sombre qu'en première saison pour Elrond. On se rapproche ainsi d'une représentation plus fidèle aux descriptions pour le demi-elfe, dommage de ne pas l'avoir fait dès la première saison. Cette coiffure de Galadriel nous permet aussi de déterminer qu'il s'agit bien d'une autre scène de combat en forêt lorsqu'on la voit décocher de flèches enflammées. Et je laisse le soin à Thibaut de la chaîne Histoire Appliquée de vous expliquer pourquoi les flèches enflammées ça ne fonctionne pas en vrai, mais bon, ça c'est une autre histoire. Après la menace fantôme dans la forêt, on reste du côté obscur avec le retour des cultistes de la première saison, ou au moins de collègues du même acabit. En effet, la nuée de papillons de nuit dans laquelle s'étaient dissipés les cultistes face à la puissance de l'étranger en fin de première saison, semble ici leur permettre de retrouver une enveloppe corporelle dans un décor qui me semble d'ambiance orientale. On pourrait se trouver dans le territoire qu'on appelle Rhûn, ce qui signifie tout simplement l'Est en langue sindarin, direction vers laquelle l'étranger et Elanor, ou Nori si vous préférez, sont partis en fin de saison 1. Ce n'est pas tout puisque les coupures volontaires sur les paumes de la praticienne de magie sombre laissent supposer un rituel lié au sang,
Impossible pour l'instant d'en deviner davantage, si ce n'est que ces antagonistes seront sans doute à nouveau opposés à l'étranger. Les racines ou lianes qui se déplacent de manière sinueuse et inquiétante sur un sol forestier m'ont révélé une scène importante à la lumière de la vidéo de coulisses, mais comme convenu, j'y reviendrai dans la partie spoiler de cette vidéo. Les troupes orques qui avancent de nuit en forêt sont accompagnées d'une énorme silhouette en arrière-plan qui correspond sans doute à celle d'un troll. Il faut augmenter la luminosité pour le voir. On peut supposer qu'ils se dirigent vers le lieu de la bataille contre les elfes, dont on devine quelques passages plus loin dans ce teaser. La scène suivante est essentielle puisqu'on a Celebrimbor qui voit surgir dans sa tour une silhouette toute auréolée de lumière. Il s'agit de toute évidence d'Anatar, le seigneur des dons, qui se présentera comme un envoyé des Valar venu aider les elfes en temps de grand péril. J'utilise le nom Anatar à dessein car Amazon aurait pu obtenir le droit d'utiliser ce nom même s'il n'est pas mentionné dans les appendices du Seigneur des Anneaux. L'histoire d'Anatar est un élément suffisamment connu de l'histoire de la Terre du Milieu pour en venir au fait. Il s'agit bien sûr de Sauron ayant pris une nouvelle forme elfique. Alors évidemment, puisqu'il faut bien trouver quelque chose, toute la moquerie exprimée en ligne au sujet de ce teaser, faute d'une autre prise, se concentre sur la stupidité qui serait celle de ne pas reconnaître Halbrand avec une perruque blonde. Alors déjà, on verra comment les choses seront présentées dans la série à ce sujet, et on pourrait arguer que la première saison a fait éventuellement une erreur en introduisant Halbrand avant Anatar. Toutefois, d'un autre côté, il est tout simplement impossible que les créateurs et scénaristes de la série n'aient pas réfléchi à ce problème, donc attendons de voir comment la chose est présentée. Par ailleurs, et en complément, il me semble important de souligner qu'il est impossible de confondre un humain et un elfe en Terre du Milieu, d'autant plus pour le regard d'un autre elfe. Il est délicat de rendre cela à l'écran avec des acteurs nécessairement humains, mais la différence de présence est quelque chose d'impalpable et pourtant évident qui ne passe pas par des distinctions physiques, sachant notamment qu'il y a fort peu de chances que les elfes de Tolkien aient les oreilles vraiment pointues, mais bon, c'est un autre débat. En résumé, si Anatar est incarné sous l'apparence d'un elfe, il est simplement impossible pour ceux qui le rencontrent de voir en lui un humain. On remarque bien entendu le parallèle visuel recherché entre la silhouette d'Anatar qui se découpe sur fond de lumière qui se veut d'essence divine ou angélique comme vous voulez, et celle qu'on connaît des films de Peter Jackson avec la silhouette de Sauron sur fond de flammes. L'une des phrases les plus importantes du teaser est prononcée alors par une voix féminine qui correspond sans doute à un nouveau personnage elfique, et elle dit ceci: « Je crois qu'il est là, je crois qu'il est parmi nous depuis le début. » Cette phrase parle très certainement de Sauron, et si elle est si importante, c'est parce qu'elle ouvre des révélations sur les plans de Sauron qui étaient mis en place dès la première saison. On reviendra peut-être sur cette notion d'arbre empoisonné qui signalerait le dépérissement des elfes, une notion et un acte dont Sauron est peut-être à l'origine, dans une sorte d'hommage à la destruction des arbres de Valinor par Morgoth et Ungoliant. Je conserve néanmoins l'espoir d'avoir une explication du plan de Sauron appliqué en première saison et de la raison de sa présence sur ce radeau qui recueille Galadriel, même si cela est loin d'être garanti. On reste avec Anatar qui affiche un sourire satisfait en parcourant la place d'Ostinethil, capitale du royaume d'Eregion et siège de la puissance et des ateliers de forge et d'orfèvrerie de Celebrimbor. On distingue en arrière-plan une sorte de panique générale qui s'empare des elfes sur place, potentiellement du fait de l'attaque qui commence sur la ville. La date du 29 août s'affiche sur un paysage côtier qui correspond presque à coup sûr à l'île de Númenor. Des Núménoréens y sont certainement réunis pour une cérémonie qui aurait un rapport avec l'image sous-marine frappante qu'on découvre par la suite. La chevauchée au galop semble réunir Elrond et Galadriel, mais difficile de dire quelle est leur destination, même si on se trouve a priori en Eriador. Il est possible qu'ils se dirigent vers le Lindon et le haut-roi Gil-galad, quittant Ostinethil suite au final de saison 1. Ceci dit, on peut supposer que Galadriel cachera le fait qu'elle a introduit Sauron chez les elfes d'Eregion, puisqu'elle n'en a pas parlé en première saison, et aura sans doute honte de cette situation. Et on en vient justement à cette scène puissante que je pense liée à ce rassemblement sur la côte, alors que la reine Myriel est plongée dans les profondeurs marines et se retrouve face à un terrible monstre marin. Un monstre qui n'est pas sans rappeler celui qui attaquait le radeau en première saison, mais on verra. Alors ce face-à-face avec le monstre, est-ce qu'il est réel? Plus probablement une vision, puisque Myriel a déjà eu des présages cataclysmiques auparavant. L'angoisse se ressent aussi chez les nains de Khazad-dûm avec Disa, au visage inquiet, puis Durin, père, qui contemple les hauteurs alors qu'il semble se protéger de la main. Mais est-ce de la poussière, de la lumière? Et si oui, de quelle lumière? Celle d'une veine de Mithril ou celle du jour? Quoi qu'il en soit, comme à leur habitude, les nains creusent trop
ou trop loin, et un terrible effondrement vient pulvériser un des ponts de la cité. Un mouvement de foule voit Elendil tenter de rejoindre quelqu'un, peut-être sa fille Eärlien ou encore Myriel. De toute évidence, les tensions entre les fidèles et les hommes du roi vont aller crescendo avec une véritable fracture qui va se révéler au sein de la société numénoréenne autour de la figure polarisante de Pharazôn. Le hurlement de Galadriel dans une lumière rouge et un environnement souterrain laisse deviner une scène intense. Alors si je suis bien en peine de vous en dire plus sur ces seuls éléments, j'ai quand même une théorie qui arrive dans la partie spoiler. L'orque qui lèche un poignard se situe à côté de machines de siège qu'on retrouvera plus loin dans la bataille pour le contrôle d'Ostinethil, la capitale elfique d'Eregion. Je pense que vous commencez à situer. C'est aussi l'occasion de souligner combien les orques sont visuellement réussis dans cette adaptation. Une bataille donc, une attaque contre Eregion, dont on a un rapide aperçu sous la phrase « Les ténèbres les liront », qui reprend bien évidemment le poème des Anneaux de pouvoir. Transition aux anneaux elfiques aux mains de 3 personnages. S'il est évident qu'on a Galadriel à droite portant Nenya, l'anneau de l'eau, et Gil-galad, le haut-roi à gauche portant Vilya, l'anneau de l'air, en haut il pourrait bien s'agir de Círdan, le charpentier de navire portant Narya, l'anneau du feu. Círdan est un elfe Sinda et pas n'importe lequel, puisque du temps de la guerre de l'anneau, il est le plus vieil elfe restant en Terre du Milieu. La séquence montrant l'évolution des feuilles de l'arbre peut être interprétée de 2 manières opposées. Première option, on vient souligner que la menace de son dépérissement demeure un point d'importance, ce qui tend à confirmer l'impact de Sauron dans cette histoire. Seconde option qui me semble nettement plus probable, l'union du pouvoir des 3 anneaux a un effet guérisseur direct sur l'arbre et le processus d'étiolement est stoppé. D'un côté, cette option tient la route en termes de pouvoir des anneaux elfiques, car on sait que cette influence bénéfique a énormément joué pour maintenir Imladris et la Lothlórien comme des refuges elfiques résistant aux ravages du temps sous le patronage d'Elrond et Galadriel dans les temps à venir par rapport au temps de la série. Toutefois, de l'autre côté, cela viendrait confirmer que tout le propos sur le dépérissement accéléré de cet arbre est bel et bien réel et que le Mithril est aussi présenté comme une solution véritable, ce qui est une complète invention de la série, bien inutile, si vous voulez mon avis, étant donné la richesse du légendaire de Tolkien. On passe apparemment de 3 anneaux de pouvoir elfiques à un autre, un des 7 destinés aux nains, puisque Dwalin père saisit un anneau serti d'une fascinante gemme bleue. On le sait, l'effet des anneaux fut nettement moindre sur les nains que sur les hommes. Toutefois, la cupidité des nains en fut décuplée, et on peut deviner craindre que le roi Dwalin va pousser les exploitations de gisements au maximum, ce qui pourrait expliquer l'effondrement sur le pont, voire amener aux prémices de l'éveil du Balrog, le fameux fléau de Dwalin. Mais encore une fois, les événements tragiques liés à l'apparition du fléau de Dwalin se déroulent au 3e âge dans les textes, pas au 2e, mais je ne sais pas si la série respectera cette chronologie. Autant vous dire que j'ai extrêmement hâte de voir la série explorer la répartition des anneaux, des nains et des hommes, d'autant plus que les hommes les recevant sont destinés à devenir les neufs, bien sûr, les Nazgûl. Attention, une cabriole à l'agilité surhumaine d'Arondir qui semble intervenir tandis que ses amis se font attaquer par des brigands humains, potentiellement des serviteurs de la puissance grandissante du Mordor. Isildur était visé, mais il n'est sans doute pas seul dans ce voyage qui devrait, je suppose, tenter de l'éloigner du Mordor pour rejoindre la côte et retrouver les siens. C'est pas facile à dire. On peut supposer que sa destination serait la ville ou le village à l'époque de Pelargir. Le plan suivant, magnifique dans son panorama de la puissante architecture numénoréenne, nous montre un aigle géant se posant sur le balcon du palais de Númenor, avec l'idée de nous faire croire que Pharazôn aurait pu arriver sur son dos, ce qui n'est évidemment pas le cas. Et oui, les aigles sont des créatures de Manwë, le roi des Valar, et jamais il n'accepterait de porter un homme tel que Pharazôn. En revanche, le voir tirer l'épée de la sorte pourrait être un terrible présage, notamment s'il osait frapper l'oiseau, qui est de toute évidence un messager sacré, ou à minima un envoyé des elfes qui porterait par amitié pour eux, une demande d'aide face à la menace des armées de Sauron. On a un plan rapide sur le visage en larmes de Théo, qui porte sans doute toujours l'épée que lui a tendue Galadriel en première saison, en lui faisant promettre de protéger son peuple. Avec ce personnage, on a toujours le risque planant sur lui de le voir accepter un anneau de pouvoir avec de bonnes intentions initiales, justement celle de protéger les siens. On sait que la tristesse et la colère sont des sentiments propices à l'emprise de l'ombre, et l'absence de Bronwyn dans ce teaser pourrait laisser planer la crainte de sa mort et de l'impact de cette disparition, autant sur Arondir que sur Théo. Rapide plan du visage circonspect d'Isildur, qui traversera bien des périls à n'en pas douter, et on en dira plus dans la partie spoiler avec la vidéo de coulisses
Est-ce qu'on peut en déduire? Les projectiles enflammés des machines de siège orques illuminent le ciel nocturne dans l'attaque d'Ostiness-Hill, et d'après les rumeurs, ce serait une bataille d'une ampleur tout simplement exceptionnelle, du jamais vu à la télévision. Dans la foulée, on retrouve Hadar à la tête de ces orques, Hadar qui est interprété par un nouvel acteur, Sam Hazeldine. On se souvient qu'Hadar a un compte à régler avec Galadriel autant qu'avec Sauron, ce qui fait de lui un personnage pivot pour cette saison 2. Et j'aurai encore un mot à dire à son sujet par la suite. Dans l'Est désertique sur le territoire de Rhûn, qui souffre du manque d'eau, de toute évidence, on retrouve brièvement l'étranger qui use d'un bâton pour exprimer l'ampleur de son pouvoir. L'étranger fait partie de l'ordre des Istari, on le sait, mais reste encore à déterminer avec certitude s'il s'agit de Gandalf ou d'un autre magicien, comme l'un des deux mages bleus par exemple, dont Amazon aurait apparemment pu récupérer les droits, portant sur des textes des contes inachevés notamment. On distingue la vague silhouette de Nori qui s'agrippe à une corde dans une tempête terrible, reste à voir si cette tempête est déclenchée par le pouvoir de l'étranger ou toute autre chose. On replonge ensuite dans la guerre entre elfes et orques avec Galadriel qui se bat avec détermination et fait apparemment exploser les réserves de poids des orques, poids utilisés pour enduire les projectiles enflammés lancés sur la cité. Elrond mène une charge et aura un rôle de chef militaire en tant qu'envoyé du haut roi Gil-galad qui réside au Lindon, pour secourir les elfes d'Eregion. Sur quelques cavaliers vers l'arrière, on devine la bannière d'étoiles argent sur fond bleu de Gil-galad. Les derniers plans du teaser sont extrêmement intenses. On y découvre d'abord Celebrimbor qui cherche à détruire des anneaux en les jetant au creuset de sa forge. Il semblerait qu'il y ait ici 9 anneaux, mais ce n'est pas une certitude, le montage étant très rapide. De toute évidence, il a découvert la supercherie d'Anatar et cherche à se débarrasser des créations souillées par l'esprit et la main du Seigneur Sombre. Et en parlant du loup, voilà Anatar encerclé par des gardes elfiques. Toutefois, on devine, en étant très attentif, qu'en tournant les mains et en usant de ses terribles pouvoirs de domination, Sauron force les gardes à se retourner les uns contre les autres. Pas sûr que Sauron ait pu accomplir une telle chose aussi facilement, tout du moins dans les livres, mais pour le rendre badass, ça fonctionne très bien à l'écran. Sur le plan de Celebrimbor, blessé faisant face à Anatar, on constate que l'orfèvre se tient le bras gauche à hauteur du poignet. La définition de l'image n'est pas suffisante pour affirmer qu'il a la main gauche coupée, mais ce n'est pas impossible. La dernière séquence nous montre la forteresse de Durnost, dans la région du Forodwaith, précisément là où Galadriel et son petit groupe avaient combattu le troll des glaces et retrouvé la marque de Sauron en début de première saison. Et si on prend des captures image par image, on découvre que l'explosion commence depuis l'intérieur de la forteresse pour ensuite recouvrir le paysage environnant et en provoquer la glaciation. Il s'agit bien évidemment ici d'un flashback, mais j'en réserve l'explication exacte à la partie spoiler, même si vous devriez déjà pouvoir deviner ce qui se passe sur la base de l'antagonisme entre Hadar et Halbrand évoqué en première saison. Avant d'en venir à la partie spoiler, plusieurs choses. Déjà, la musique de ce teaser a sans doute été choisie en dehors de la bande originale créée pour la série et pour la saison par Bear McCreary. Ensuite, ce soir, mercredi 15 mai à 20h30, vous pouvez nous retrouver en live Twitch, mon équipe de joueuses, joueurs et moi, pour la campagne de jeu de rôle Terre Profane. C'est de la Dark Fantasy, c'est un univers et un système maison. Alors si ça vous intéresse, vous pouvez jeter un œil, sachant que tous les replays sont déjà disponibles sur ma chaîne YouTube secondaire, Captain Jeu de Rôle. Tous les liens sont en description. Enfin, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à ne pas rater la vidéo déjà consacrée au projet de nouveau film Seigneur des Anneaux qui sortirait en 2026, certainement fin 2026, pour les 25 ans de la communauté de l'anneau, et film qui évoquerait la traque de Gollum. Il est temps maintenant de passer à la partie spoiler et vidéo de coulisses. Attention à que ce soit bien clair, à partir d'ici on parle de toutes les théories et surtout de tous les faits établis par les livres, avec les morts de personnages et tout, soyez prévenus. Premier point sur lequel je reviens comme promis, celui des esprits des tertres qui attaquent Galadriel et son groupe restreint dans la forêt. Dans la vidéo de coulisses, on a une image d'un des esprits en question qui correspond fortement à la description qui en est faite dans Le Seigneur des Anneaux, quand les hobbits tombent entre leurs griffes. L'idée farfelue qui m'est venue est en rapport avec une rumeur selon laquelle Tom Bombadil apparaîtrait dans cette saison 2. Sachant qu'il survient pour sauver les hobbits de ces créatures mortes vivantes dans Le Seigneur des Anneaux, je me demande s'il pourrait faire de même avec les elfes dans cette saison. Ceci étant, on peut aussi supposer que si Tom Bombadil il pourrait plutôt croiser le chemin des pieds velus. Dans la continuité de cette scène, on peut deviner que l'acteur Callum Lynch fait partie du groupe de Galadriel et Elrond. C'est intéressant car cela semble aller dans le sens de l'information selon laquelle l'acteur n'incarnera pas Celeborn
et ce malgré sa ressemblance certaine avec l'interprète qui lui donnait ses traits dans La Communauté de l'Anneau de Peter Jackson. D'ailleurs, on pourrait ne pas entendre parler de Celeborn de toute cette saison 2. Autre retour que je vous avais promis en première partie de cette vidéo, celui sur la scène des racines qui approchent comme des serpents sur un sol de forêt. On reconnaît le décor de cette scène dans la vidéo de coulisses et elle réunit Celebrimbor qui annonce à Galadriel qu'il a reçu une visite inattendue. Quand on recolle les morceaux, on peut supposer que Sauron veille alors non loin et s'apprête à capturer Galadriel si Celebrimbor venait à éveiller sa suspicion en parlant d'Anatar. Je pense même qu'on peut faire le lien avec le cri de Galadriel dans le teaser. Avec cette lumière rouge, il est possible qu'elle soit agrippée par les racines et entraînée dans les profondeurs de la Terre. Voilà qui annonce une scène potentiellement super forte, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'ai hâte. Je reviens aussi sur la fameuse masse grouillante qui rampe au sol. Une théorie court sur la possibilité que cette masse ignoble corresponde à Sauron au moment où son essence maléfique se réunit pour lui permettre de se former une nouvelle enveloppe charnelle suite au coup d'épée d'Adar, un coup d'épée qui aurait été fatal à l'enveloppe précédente de Sauron. Cela pourrait être tout autre chose à vrai dire, mais ce qui est nettement plus certain, ou presque, c'est que la fameuse scène de l'explosion partant de la forteresse de Durnost correspond à ce flashback, à cet assassinat de Sauron par Adar. En effet, on se souvient tous de l'effet de souffle imaginé par Peter Jackson dans le prologue de La Communauté de l'Anneau, quand la défaite de Sauron est représentée, lorsque ses doigts sont coupés et que l'anneau unique lui échappe. Ainsi, la trahison d'Adar aurait déclenché un phénomène comparable avec, en plus, cet effet de glaciation de la forteresse et des environs. Effet de glaciation qui me semble un peu exagéré, car la région du Fort Roadways est déjà glaciaire ou pas loin de base, mais bon, admettons. Ceci étant dit, repartons maintenant depuis le début sur la vidéo des coulisses, sachant que je ne parlerai que des images qui me semblent source de commentaires pertinents, en évitant de souligner des évidences. Première image, on constate qu'une torche, ça fait de la lumière dans la nuit. Ouais, ok, désolé. Première image intéressante, celle de Galadriel qui regarde avec tristesse un élément en hauteur. A priori, elle se trouve sur la place d'Ostinethil, et il est fort possible qu'elle regarde soit un cadavre, celui de Celebrimbor, soit la statue abîmée de Fëanor. Le plan d'aile ronde de Galadriel avec un garde à la livrée dorée et un tronc d'arbre, ce sont eux qui retrouvent Gil-galad, donc très certainement le premier épisode et la répartition des anneaux de pouvoir. Ensuite, on a Charlie Vickers qui se présente encore sous l'apparence d'Albrand. Il pourrait l'utiliser pour mobiliser certains humains et les influencer à rejoindre la protection du pouvoir de Mordor, en tout cas je suppose. Et en effet, je ne prononcerai jamais Mordor aussi bien que lui ou que Morphis Clark, l'interprète de Galadriel. On découvre un campement orc avec la marque de Sauron, ce qui pourrait ressembler à l'entrée d'un tunnel. Rappelons que si le ciel est couvert par l'explosion du volcan en Mordor, dès qu'on s'en éloigne, les orques de l'époque restent très vulnérables à la lumière du soleil. On distingue ensuite Arondir qui enflamme un bûcher funéraire. Peut-on craindre que Bronwyn soit sur ce bûcher? En effet, des rumeurs voudraient que l'actrice n'ait pas eu les disponibilités pour cette saison 2, mais ça reste vraiment à confirmer. Toutefois, Ismael Cruz Cordova évoque un coup particulièrement rude pour son personnage Arondir. Myriel qui descend l'escalier arbore une tenue des plus royales et il s'agit peut-être de son couronnement officiel suite à la mort de son père. Enfin, si je ne dis pas de bêtises, car il ne me semble pas me souvenir d'une telle cérémonie en saison 1, vous me corrigerez en commentaire si besoin. On a un bref aperçu d'Eärlien, la fille d'Elendil, qui risque très fort de se positionner du côté des hommes du roi, et donc d'être en opposition frontale avec les fidèles, et donc son père, les fidèles, cette minorité de Núménoréens, qui voudront persévérer dans l'amitié avec les elfes et le respect des Valar. On voit de plus près Pharazôn dans son vêtement rouge, et cela confirme, si besoin, qu'il est a priori déjà présent sur place avant l'arrivée de l'aigle géant. Un tremblement de terre secoue Khazad-dûm et Durin se jette sur son épouse Disa pour la protéger. Une troupe elfique apparemment menée par Galadriel pourrait éventuellement rencontrer dans cette scène Círdan, le charpentier de navire, d'où la barque qu'on distingue sur le côté. Des humains sont enchaînés et menés par des orques, sans doute pour des travaux forcés dans leur tunnel ou pour le début des travaux sur l'édification de Barad-dûr. L'étranger semble avoir des cheveux gris ici, comme couverts de cendres éventuellement. Des rumeurs avancent qu'il rencontrera un autre magicien, peut-être un autre membre de l'ordre des Istari, et ça me fait très envie surtout si c'est pour nous révéler qu'il n'est pas Gandalf, même si je survivrai, si c'est quand même le cas. Les images d'Adar couverts de givre doivent faire suite à son attaque de Sauron dans le flashback. La démence de Durin III devrait s'exprimer de manière vicieuse et subtile, du pain béni pour un acteur
comme Peter Mullan, qu'on a vu exceller dans Westworld ou encore Ozark. On a la confirmation que le génie John Ho a travaillé sur la conception visuelle de cette nouvelle saison, et il évoque dans la séquence le pays de Rune, jamais représenté à l'écran auparavant. Et je pense que la saison sera encore une énorme baffe visuelle, il paraît même qu'il y aurait des moumakils ou des oliphantes, si vous préférez. Les images de la cérémonie sur la côte de Númenor peuvent un peu inquiéter quant à ce qui se trame vraiment pour Elendil, qui pourrait passer ici une sorte de rituel de justice, de punition, de purification, que sais-je. On passe du père au fils avec Isildur qui fait du tourisme en essayant de sortir du Mordor, et qui va passer par un tunnel ou une caverne avec des orques pris dans des toiles visqueuses. Autant vous dire que les arachnophobes seront en PLS avec un petit tour chez Shelob. Et oui, si vous avez un doute, Shelob est présente dans les alentours de Cirith Ungol depuis des millénaires, avant même l'arrivée de Sauron dans la région, c'est canon. On voit tout l'immense travail des décorateurs ici avec la statue de Fëanor sur laquelle pourrait porter le regard dévasté de Galadriel après la bataille. Évidemment, Bear McCreary revient pour la bande originale et Sofia Nomvete chantera à nouveau, ce qui illustrera les pouvoirs de chant des naines pour entrer en harmonie avec la Terre et le royaume souterrain. Et justement, pour continuer sur Disa, un mot sur une image de la toute fin de vidéo qui la voit en proie à une sorte de douleur ou de panique, tandis qu'elle tient de ses deux mains une sphère étrange. Alors on peut légitimement se poser la question, s'agit-il de l'un des Palantiri, une pierre de vision? Si c'est le cas, il faudrait que ce soit un cadeau des elfes pour que cela ait du sens en termes chronologiques. Par ailleurs, un palantir est évidemment un outil très utile pour annoncer des menaces ou insinuer des influences mentales. Petit retour en arrière dans la vidéo de coulisses avec des images d'Elrond qui a la classe en cuirasse et avec la confirmation que ses cheveux sont carrément sombres, contrairement à la couleur de la première saison. On a ensuite un aperçu du travail des sapeurs orques sur les murailles d'Ostinethil, dont on a ensuite une idée des ravages causés à l'intérieur avec des tours effondrées au sol et Anatar qui se fait tranquillement la malle en arrière-plan. On a ensuite un plan rapide du prince d'Olin en présence de Celebrimbor, très certainement en rapport avec la création de la fameuse porte de la Moria que la Compagnie de l'Anneau aura bien du mal à ouvrir quelques millénaires plus tard. On a ensuite un aperçu d'un elfe du groupe de Galadriel et Elrond qui se fait emporter par un spectre traîné dans les feuilles et que Galadriel tente de secourir. On remarque la petite structure de pierre qui peut correspondre à un tombeau éventuellement en arrière-plan. Un passage sur le prince d'Olin qui exhorte au combat laisse supposer qu'il va alors convaincre les nains de se porter au secours des elfes d'Eregion, et ça je peux vous dire que ça me donne déjà des frissons. Nous voilà arrivés à bout de cette analyse fleuve, j'espère que vous appréciez le travail qu'elle représente. Pensez à vous abonner à la chaîne, à vous exprimer en commentaire, voire à me soutenir sur Tipeee, si le cœur et surtout les moyens vous en disent. Quoi qu'il en soit, on se retrouvera bientôt, que ce soit pour Furiosa, The Boys saison 4, The Acolyte, House of the Dragon saison 2 et des vidéos consacrées aux légendaires tolkieniens, rien que ça. A très vite pour de nouvelles aventures. Salut!